Bienvenue dans le journal de Vue d'ailleurs. VueDailleurs.com, c'est un site qui couvre toutes les rubriques d'un journal. Actualité, santé, internationale, politique, économie, sociale, levée de fonds et j'en passe, notamment une colonne opinion et spiritualité. Et bien dans cette séquence, nous allons mettre un coup de projecteur sur quelques articles pour vous inciter à aller voir ce média qui couvre l'actualité française et internationale. Coup de projecteur sur la dette des pays pauvres. C'est plus l'affaire des pays riches que celle des pays endettés, selon l'auteur de cet article. Le G20 Finance a adopté, comme vous le savez peut-être, vendredi un accord historique, un cadre qui permet un traitement commun de la dette des pays pauvres, et c'est une grande nouveauté. Ça permet de mettre tous les pays créanciers sur une même ligne directrice en cas de demande de restructuration de dette par un pays endetté. À commencer par la Chine, qui est le plus grand fournisseur de capitaux du monde. Créanciers publics, les États, créanciers privés, des banques par exemple, sont donc placés sur le même plan. En fait, ça évite les négociations parfois inéquitables où le Club de Paris pouvait accepter des réductions de dette pour un pays en difficulté, quand d'autres créanciers, la Chine notamment, continuaient pour ce même pays de se faire rembourser en réquisitionnant parfois des actifs dans les pays endettés. La coopération plus transparente entre les créanciers va permettre d'endiguer les difficultés causées par la crise du coronavirus, problèmes sanitaires, économiques. Un moratoire, ce gel des remboursements du capital et des intérêts de la dette, a bien été accordé jusqu'à fin juin 2021, mais cela risque de ne pas être suffisant. Et il est extrêmement important que ces demandes de rééchelonnement, de réduction de dette, voire d'annulation, puissent être envisagées, considérées et mises en œuvre. Pour se retrouver 20 ans en arrière et autant réemprunter les 20 années qui suivent. Il reste des incohérences de gestion et de corruption dans ces pays-là. Il est important de les aider, mais il faut qu'ils prennent également leurs responsabilités. On passe maintenant à une autre rubrique pour parler des régions. Nous allons retrouver Mehdi Fadli dans un instant, qui est le vice-président chez DBRS Morningstar, mais ça c'est juste après une petite page de publicité. Retour sur le journal du VueDailleurs.com et nous sommes avec Mehdi Fadli, vice-président chez DBRS Morningstar. Monsieur Fadli, bonjour, merci d'être avec nous. Un petit mot de votre société, parce que le rachat de DBRS et le rapprochement avec Morningstar, c'est assez récent. Alors aujourd'hui, les contours de cette société en 2 mots? Donc, notre société, c'est une agence de notation dont le but est de suivre la qualité des crédits, la capacité de différents émetteurs à rembourser leurs dettes en temps et en heure. Les émetteurs, ça peut être des États, des collectivités locales, des banques ou des entreprises privées. Alors, c'est vrai que du fait de cette pandémie, les élections régionales seront probablement repoussées de mars 2021 à juin 2021 et votre société publie une étude extrêmement intéressante sur l'impact. Vous pouvez nous dire comment vous êtes venu à vous pencher sur cette question ? En fait, on s'est intéressé en amont des élections, donc qui ont été repoussées de mars 2021 probablement à juin 2021, à ce mandat-là. Comment s'est passé ce mandat au niveau financier, étant donné que notre approche elle est vraiment de regarder l'évolution financière des entités. Donc ce mandat-là, il a commencé fin 2015, donc après les élections régionales de décembre 2015, avec des profondes réformes institutionnelles. Il y a eu une refonte de la carte des régions, qui est passée de 22 régions à 13 régions en métropole. Par exemple, Auvergne et Rhône-Alpes ont fusionné. Il y a eu d'autres importants changements institutionnels, des transferts de compétences en matière de transport importants des départements vers les régions. Nous, on s'est intéressé à ce qu'ont fait les régions dans ce cadre-là, au niveau financier. Ce qu'on peut voir, c'est qu'elles ont été capables d'augmenter fortement leur autofinancement courant, si vous voulez la différence entre leurs recettes courantes et leurs dépenses courantes, de manière assez forte sur ce mandat, de plus de 35%, ce qui est plus fort que l'ensemble des collectivités françaises. Et certaines régions, par exemple l'Île-de-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur ou Auvergne-Rhône-Alpes, ont même augmenté cet autofinancement courant de plus de 50%. Alors ça a permis aux régions de maintenir un niveau d'investissement très important sur ce mandat, donc d'environ 8,5 milliards d'euros par an, ce qui est une grande somme et qui représente 30% de leurs dépenses totales. Et elles ont fait ça tout en maintenant des très bons ratios d'endettement, en maîtrisant leur recours à la dette. Et on a même quelques cas particuliers de régions qui ont été capables de diminuer légèrement leur dette sur ce mandat. Alors effectivement, les finances des collectivités sont impactées par la pandémie. Quelles incidences voyez-vous encore sur les budgets des régions ? Elles vont pouvoir faire des choses dans les années à venir ?
Oui, alors les impacts sur les collectivités au niveau européen, ils sont importants. Alors après, c'est différent d'un niveau de collectivité à l'autre. Ce qu'on peut dire en France, c'est que les régions, il y a un impact. Par exemple, des baisses de recettes de TVA, des baisses de recettes de taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques ou des taxes sur les cartes grises, qui sont des recettes régionales. Donc ces recettes-là, elles sont impactées par les mesures de confinement et par la situation économique du pays. Par contre, il y a des niveaux de recettes qui ont été garantis par l'État, ce qui fait que ça permet d'absorber le choc, si on peut dire. Et quand on compare à d'autres niveaux de collectivités comme les départements ou les autorités organisatrices de transport, type Île-de-France Mobilité, l'impact sur les recettes est beaucoup moins important. Donc les régions sont relativement protégées au niveau des recettes. Sur les dépenses aussi, on peut dire que c'est le cas. Quand on compare par exemple aux régions espagnoles ou aux régions italiennes, les régions françaises n'ont pas de compétences en matière de santé. Donc si la situation liée à la Covid-19 s'est traduite par une augmentation quand même des dépenses, elle est beaucoup moindre en comparaison d'autres pays ou aussi en comparaison d'autres échelons territoriaux en France comme les départements. Très bien. Et quels sont les autres défis auxquels elles sont confrontées maintenant, ces régions ? Alors, le défi, donc il va y avoir un nouveau mandat avec un nouveau contexte économique, social qui est plutôt dégradé. Les régions, elles arrivent face à ce contexte quand même avec une situation financière qui est globalement saine. Donc il va falloir participer, les régions participent déjà à une forme de relance économique. Elles ont participé au Fonds national de solidarité mis en place par l'État pour soutenir les entreprises. Elles vont continuer à soutenir l'économie au travers de leurs investissements. Le tout, si on peut dire, ça va être de faire plus avec quand même moins, parce que si elles ont eu moins d'impact sur leurs recettes quand même seront moindres qu'elles auraient été sans l'impact de la Covid-19. Donc il va falloir faire plus avec moins. Question en plus, en Europe, c'est fait mieux ailleurs. En Allemagne, je sais que les Länder en Allemagne ont quand même une puissance financière, une solidité. Est-ce qu'il y a de quoi faire des envieux ? Alors, c'est différent en fait. Ce sont des structures institutionnelles qui sont différentes. La grande pointe de différence entre l'Allemagne et la France, on pourrait dire en fait que c'est le niveau de péréquation entre Länder, c'est-à-dire entre les Länder plus riches et les Länder plus pauvres. Il y a une beaucoup plus forte péréquation entre les différentes régions en Allemagne qu'en France, où la question de la péréquation qui a été donc en fait entre la distribution de recettes entre des régions pauvres et des régions beaucoup plus riches est une question qui reste pendante en France depuis quelques années et qui est un point peut-être plus limité en France par rapport à l'Allemagne. Mehdi Fadli, merci beaucoup. Vous êtes vice-président chez DBRS Morningstar. Cette question, on n'avait même pas prévu de l'échanger, donc merci beaucoup de l'avoir abordée. Et j'invite nos téléspectateurs à se rendre sur le site de Vue d'ailleurs pour retrouver le lien et l'étude intégrale des travaux supervisés et auxquels a coopéré Monsieur Mehdi Fadli. Merci pour cet entretien. On se retrouve après une petite page de publicité pour une actualité pour la prochaine rubrique. Retour sur le journal du vuedailleurs.com. Cette fois, c'est une rubrique consacrée davantage à l'agriculture, de la ferme à la table. Quelles conséquences pour les agriculteurs ? C'est un article que vous retrouvez sur le site vuedailleurs.com. Après l'adoption du mandat de négociation de la PAC, eh bien, le Parlement entame effectivement son travail sur la stratégie dite de la ferme à la table, publiée en mai dernier par la Commission européenne. Eh bien, d'après les études, la production agricole européenne pourrait baisser de 7 à 12% et les prix agricoles pourraient augmenter de manière significative du fait des coûts additionnels occasionnés par les deux stratégies. Alors, de tels impacts auront forcément des conséquences sur le consommateur. Notre balance commerciale et notre sécurité alimentaire sont en danger. C'est ce qu'estime Anne Sander, qui est députée européenne du PPE et qui a une tribune sur ce site vuedailleurs.com. Elle a également ajouté qu'elle s'inquiétait de la question de la cohérence avec la politique commerciale européenne. La Commission européenne ne semble pas vouloir imposer les mêmes normes à nos importations de produits agroalimentaires, dit-elle, ce qui n'est ni viable pour notre système de production, ni viable pour les objectifs que nous poursuivons. Elle ajoute également que nous vivons, selon elle, dans un monde volatile et chacun se trouve confronté à des changements rapides, mais les subit. Et dès lors qu'il s'agisse de notre vie personnelle ou professionnelle, eh bien, dans le domaine agricole, elle appelle à ce que la Commission européenne aide davantage le secteur agricole. C'est un article que vous retrouvez sur le site de vuedailleurs.com consacré à l'agriculture. Il faut en parler également. On se retrouve pour une nouvelle interview dans un domaine qui touche cette fois davantage le coaching, le développement personnel. Restez avec nous.
Il est coach, il est fondateur du cabinet Décider Juste et il a écrit avec Aurélie Pérez un livre qui s'appelle Un coup d'avance. C'est ce qu'on essaye de faire chacun, d'avoir un coup d'avance. Philippe Carpentier, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. Alors effectivement, ce livre écrit sur LibriNova et qui sera bientôt diffusé en version papier, mais déjà disponible sur LibriNova, qui s'appelle Un coup d'avance. Comment vous êtes venu à cette idée et qui pouvez-vous aider à travers tous les conseils qu'on trouve dans ce livre? En fait, effectivement, l'idée est venue avec Aurélie Pérez, avec qui on a coécrit ce livre ensemble. Nous étions de plus en plus confrontés, c'était il y a 2-3 ans, de plus en plus confrontés à des situations personnelles ou professionnelles compliquées. Vous savez, les situations où tout peut basculer d'un côté ou de l'autre. Et nous savions, puisqu'on accompagne des dirigeants, des salariés, que dans ces situations-là, il est possible il y a plein de techniques qui sont souvent assez simples, elles existent, elles permettent de mieux fonctionner. Et du coup, on s'est réunis tous les deux en disant on va l'écrire, on va faire en sorte de le partager au plus grand nombre. Voilà pourquoi on a voulu écrire ce livre. Et on ne savait pas que la crise allait rendre le livre peut-être encore un peu plus urgent. Alors c'est bien parce qu'il est bourré d'astuces, ce livre, et vous me disiez en préparant ce petit échange que de travailler avec des sportifs de haut niveau, qui ont donc une solidité mentale vraiment de premier plan, ça a été une source d'inspiration pour vous, hein? Oui, effectivement, j'ai été beaucoup explorer cet univers du sport de haut niveau, parce que comme vous le dites, les sportifs de haut niveau... ils sont amenés plus souvent que nous, plus forts, plus souvent, à vivre des situations de succès et d'échecs. Or, ce qui est intéressant, c'est à la fois de se préparer, de savoir gérer des échecs potentiels dans ces situations de risque, mais ce qui est important aussi pour chacun d'entre nous, c'est de bien repérer toutes les situations de succès qu'on a acquis en nous, parce qu'on a plein de ressources qu'on a quelquefois oubliées et qui nous sont très très utiles. Donc les exemples dans le foot, dans le cyclisme, dans le karaté, dans la boxe, etc. Et d'ailleurs, vous verrez qu'il y a plein, vous avez vu qu'il y a plein de champions qui ont des parcours incroyables et qui sont venus nous partager comment eux ils s'y prennent pour avoir un coup d'avance. Et c'est des choses qui sont modélisables et que chacun peut s'appliquer parce qu'en fait tout ça c'est simple et plein de bon sens, quoi, en fait. Alors champions sportifs, on l'est pas tous, mais alors des personnes confrontées à des burn-out, des situations de stress comme ça, alors ça elles sont très très nombreuses, on en a tous rencontré. Vous pouvez les aider également, même lire votre livre, on se sent mieux quand on le lit. Ah, c'est gentil. C'est vraiment l'objectif du livre. Et oui, et la façon dont on accompagne, que ce soit Aurélie Pérez ou moi-même, on a des approches complémentaires, on s'enrichit l'un l'autre de la façon dont on accompagne. Mais moi, je me rends compte que souvent, quand ça n'a pas été trop loin, il faut pas aller trop loin, parce qu'une fois que le burn-out est allé trop loin, les dégâts sont importants. Mais quand on se sent pas bien, quand il y a du mal-être, on peut assez vite, et justement, avec un autre regard, c'est pas à vue d'ailleurs que je vais apprendre cette posture de regarder les choses de l'extérieur. Quand on a la capacité, et le livre il permet aux gens de faire ça, de regarder cette situation avec une autre vision, on peut arriver à changer complètement la vision, la trajectoire, et ça peut aller très vite en fait. On peut vite passer d'une situation de mal-être à une situation où on sent mieux et on commence à être heureux de se lever le matin et de vibrer par rapport à un objectif. Alors, c'est bien de nous expliquer votre démarche, c'est intéressant. Est-ce que vous n'avez pas un petit exemple de parcours où on se rend compte de la valeur ajoutée de vos conseils et de qu'est-ce qui a pu se passer sur la personne, quel impact? Il y en a plein. À chaque fois qu'un dirigeant s'arrête pour faire son business plan, on est dedans. Mais pour prendre un exemple d'une personne comme vous et moi, j'ai l'exemple d'une cadre de santé où les choses sont allées très vite. Elle était très intelligente, très performante, etc. Tout ce qui fait que de l'extérieur, on pense que tout va bien. Et à l'intérieur, elle était vraiment avec un mal-être profond. Et au lieu de réfléchir dans le détail de tout ce qui n'allait pas, je lui ai proposé rapidement, et elle était disponible, de se projeter en 2024 dans une situation où tout aurait été pour le mieux, dans le meilleur du monde. Et là, je me suis invité dans son bureau en 2024, où elle avait imaginé la situation idéale, et j'ai fait semblant de l'interviewer en 2024 en disant, alors,
je vois que tu es dans un beau bureau, tu as atteint tous ces objectifs, raconte-moi c'est quoi cette situation idéale. Et quand elle m'a raconté cette situation idéale, c'est venu très très vite, et ça arrive pour beaucoup de personnes. On est revenu en arrière, et virtuellement, on a fait comme si elle était déjà en 2020, je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé, tu te rappelles en 2020, j'étais venu te voir, qu'est-ce qui s'est passé entre temps. Et elle m'a raconté tout le film, un film qui n'avait pas eu lieu bien sûr, mais qui allait se réaliser. Et quand je la vois de nombreux mois plus tard, on se rend compte que elle avait prévu de démissionner au bout de 2 mois, de développer telle étape, de trouver un job plus près de chez elle, de créer une entreprise. Et on se rend compte que ça se fait. Et ça arrive très très souvent. Quand un homme ou une femme se définit un objectif très clair, qui l'intéresse, et il y a un témoignage très intéressant dans le bouquin là-dessus, il finit par l'atteindre. Notre subconscient, il travaille pour nous ensuite. C'est intéressant, bravo pour cette réussite. Et puis j'invite les téléspectateurs à non seulement lire votre livre, mais à aller sur votre blog 16h44.com si je ne m'abuse. Plein de parcours et d'histoires humaines, d'aventures humaines très intéressantes. Philippe Carpentier, merci d'avoir été notre invité. Merci à vous de nous avoir suivis. Et pour 2024, puisqu'on en parlait avec Philippe Carpentier, bien sûr, je rêve qu'on ne parle plus de masques, on ne parle plus de Covid et que tout cela soit derrière nous. Merci à vous, très bon week-end. Au revoir. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Entreprise et Innovation, votre rendez-vous innovation, développement économique et enjeux du digital sur TV Finance. Tous les jours, TV Finance met en lumière une société, un projet, des hommes et des femmes qui font l'entreprise d'aujourd'hui et de demain dans un monde en perpétuelle évolution. Pour y participer, contactez-nous sur tvfinance.fr.